Salut, c'est Jean-Mathieu Taristas de la Réunion TV. La vidéo d'aujourd'hui, c'est 10 terroristes blancs d'extrême droite ont été arrêtés. Et oui, vous entendez bien, pas des terroristes islamistes, mais des terroristes blancs. Regardez ça tout de suite, c'est trop fort. Revenons maintenant en France avec cette information que nous vous livrons ce soir en exclusivité et ce coup de filet dans les milieux d'extrême droite. Bonsoir Georges. Un groupuscule s'apprêtait à viser des mosquées, mais aussi des imams et des femmes voilées dans la rue. Exactement, 10 hommes qui ont été arrêtés ce dimanche matin à l'aube par les policiers de la DGSI, ce sont les services de renseignement français. La plupart ont une cinquantaine d'années, ils sont plombiers, téléconseillers, anciens militaires, parfois pères de famille, officiellement sans histoire. Tous sont membres d'un obscur groupuscule d'extrême droite, AFO, 3 lettres pour Action des Forces Opérationnelles. Alors on y parle beaucoup d'un soi-disant péril islamique en France. Ces membres s'entraînent souvent dans des clubs de tir sportifs et puis ils se préparent à la fin du monde avec des caches d'armes et de nourriture. Toujours d'après nos informations, ces 10 hommes voulaient donc se venger de tous les attentats commis ces derniers mois, ces dernières années dans l'Hexagone, en tuant donc des femmes voilées dans la rue au hasard, des détenus islamistes le jour où ils seront libérés de prison, ou bien encore des imams radicaux. Des armes à feu ont été retrouvées en perquisition, et puis plusieurs suspects auraient aussi essayé des explosifs en pleine forêt à l'abri des regards. C'est la deuxième fois en quelques mois que la DGSI démantèle tout un réseau d'extrême droite supposé ultra-violent, ce qui montre bien à quel point cette menace existe toujours, à quel point elle est bien réelle. Merci beaucoup Georges pour cette information. C'est bien, au moins tout le monde maintenant, ah c'est terroriste. Parce que avant on disait que c'était les islams, les arabes qui étaient les terroristes. Au moins maintenant les blancs aussi ont leurs terroristes. Mais moi je vais vous dire une chose, je suis triste. Les noirs, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de noirs terroristes? Bon, donc là, les noirs, je vous dis un truc, il faut qu'il y ait des noirs terroristes. Parce que c'est pas normal que les blancs ils peuvent faire les terroristes, les arabes ils peuvent faire les terroristes et il n'y a pas de noirs terroristes. Parce que un terroriste c'est bien, c'est un privilège aussi. On parle de toi dans les journaux, tu es très connu et tout. Bon, excusez-moi, je fais de l'humour noir. Bonjour à tous. Sur l'ordre du gouvernement, les forces de police ont lancé samedi 23 juin une vaste opération antiterroriste qui a ciblé les milieux de l'extrême droite. Plusieurs suspects appartenant au groupuscule AFO, pour Action des Forces Opérationnelles, ont été arrêtés en région parisienne, en Corse, en Gironde, en Charente et dans la Vienne. Les interpellés étaient soupçonnés d'avoir préparé des attaques contre les musulmans. Leur cible était abordée régulièrement lors des réunions. Il s'agirait d'imams radicaux, de détenus islamistes sortis de prison ou de femmes voilées choisies au hasard dans la rue, bien entendu. Ce groupuscule serait issu du mouvement des volontaires pour la France, VPF, et notamment de sa branche dissidente composée d'une cinquantaine de militaires, gendarmes, forces spéciales et chasseurs alpins notamment, ayant pour objectif de défendre l'identité française et de combattre l'islamisation du pays. La structure très organisée serait présente dans 11 départements français selon une enquête menée par les services de renseignement. Pourquoi donc des forces de l'ordre se retrouvent ainsi intégrant des mouvements d'extrême droite? C'est une vieille tradition de la police d'arborer fièrement certaines valeurs nationalistes qui flirtent avec la xénophobie et le racisme. Par exemple, pendant la rafle du Veldiv qui avait eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains policiers français qui venaient arrêter les juifs sur demande des nazis le faisaient par conviction raciale. Ils haïssaient la communauté juive. De nos jours, c'est la communauté musulmane qui subirait à son tour ce racisme institutionnel. Suite aux attaques terroristes menées contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, les gouvernements successifs ont réagi en développant une politique ultra-sécuritaire qui a fini par stigmatiser toute la communauté musulmane. Les attaques terroristes de Daesh n'ont fait qu'accentuer ce dérapage sécuritaire. Et suite à la pression médiatique, le gouvernement lancera un programme sécuritaire qui se concrétisera par la surveillance de plusieurs mosquées dans le pays. Des policiers en civil venaient jusqu'à infiltrer la communauté musulmane en venant aux prières du vendredi pour surveiller le discours de certains imams. Cette politique du tout sécuritaire favoriserait la montée d'un certain nationalisme qui formera aujourd'hui l'ossature de nombreux mouvements d'extrême droite en France. Et nos gouvernements avaient su exploiter toutes ces attaques terroristes de Daesh pour faire une diversion en nous détournant des vrais problèmes sociaux du pays. Problèmes qui sont bien entendu dus à l'injustice que génère un système économique capitaliste qui ne profite qu'à une élite oligarchique qui continue de s'enrichir alors que la population a vu son pouvoir d'achat diminuer comme peau de chagrin.
Pour que le peuple ne se révolte pas contre ce système économique, nos politiques et le réseau médiatique qui lui sert d'amplificateur avaient fini par transformer des sujets de société insignifiants, comme le voile islamique, en débat public d'une importance capitale pour l'avenir de notre pays. Et ainsi, on va passionner l'opinion publique pendant plus de 20 ans sur des faits de société qui ne vont pas améliorer les conditions de vie de millions de personnes, mais au contraire, les aggraver. Puisqu'en occultant des débats publics les vrais problèmes économiques du pays que rencontrent les Français, on mettait l'accent sur de faux sujets qui n'abordaient pas l'essentiel économique qui est responsable de la dégringolade de notre pouvoir d'achat. Précisons aussi qu'à travers toute cette politique ultra-sécuritaire qui stigmatise une partie de la population musulmane, le gouvernement essaie de retrouver une certaine souveraineté qu'il a perdue avec Bruxelles. Avec ce genre de mesurettes, on fait croire à l'opinion qu'on a toujours le pouvoir politique du pays, alors qu'en réalité, tous nos présidents savent que la politique qu'ils mènent suit en fait la contrainte des intérêts de puissants lobbies. Ce sont ces oligarchies qui contrôlent désormais la politique économique du pays. Avec ça, on comprend beaucoup mieux pourquoi nos politiques légifèrent des lois ultra-sécuritaires et sous la pression médiatique, lois qui, bien entendu, ne résoudront pas les vrais problèmes sociaux du pays. En stigmatisant ainsi la minorité musulmane, on fabrique un bouc émissaire contre lequel on orientera progressivement le mécontentement populaire. L'existence de cette cellule terroriste d'extrême droite n'est rien d'autre que la concrétisation d'une politique islamophobe entretenue par nos médias oligarchiques et récupérée par une caste d'hommes politiques en mal de pouvoir. Et le plus machiavélique dans cette histoire, c'est qu'on croit que les autorités de l'État sont intervenues à temps pour empêcher que cette cellule terroriste d'extrême droite n'aille jusqu'au bout de ses plans d'attaque contre la minorité musulmane, alors qu'en réalité, ils agissaient par calcul stratégique. Imaginez que les attaques contre la communauté musulmane aient réellement eu lieu. L'émotion que cela aurait suscité auprès de l'opinion aurait été telle qu'il l'aurait attristé. Ce qui aurait mis un frein pendant quelque temps à cette politique islamophobe qui consiste à fabriquer un bouc émissaire pour occulter de l'opinion les vrais tenants et aboutissants de la crise sociale qui affaiblit notre pouvoir d'achat et qui est, comme vous le savez, le système économique qui régit nos nations. Les richesses sont très mal redistribuées et ne profitent qu'à une minorité oligarchique. Maintenant, revenons un peu à notre police qui, malgré elle, devient l'expression de cette politique ultra-sécuritaire menée par notre gouvernement pour nous détourner des vrais problèmes économiques du pays qu'il ne peut résoudre par le fait qu'il n'a plus de réel pouvoir. Puisque tous ces pouvoirs se sont déplacés vers d'autres forces qui sont aujourd'hui l'oligarchie et l'Union économique européenne. Cette influence idéologique de l'extrême droite, dont on voit les manifestations concrètes dans les votes des forces de l'ordre, et que traduit la surreprésentation du Front National dans des bureaux de vote à proximité de casernes de gendarmes, par exemple, elle nous explique pourquoi on retrouve beaucoup de policiers et de gendarmes dans certains mouvements d'extrême droite. Bien sûr, de par leur fonction au sein de la société, garante de l'ordre et de l'application des lois et détentrices du monopole de la violence d'État, les forces de l'ordre sont plus sujettes à attirer des gens qui ont ce type de conviction raciale. Il ne faut donc pas s'étonner de la surreprésentation d'un vote d'extrême droite en son sein. L'extrême droite a toujours été présente et active politiquement dans la police, comme témoigne l'histoire du PNFE, Parti national français et européen, organisation néo-nazie qui était née en 1985 et dont la devise était « France d'abord, blanche toujours ». Résumé en quelques mots son programme et sa vision du monde. Le PNFE avait privilégié un recrutement au sein des policiers membres du syndicat policier d'extrême droite, le FPIP, Fédération professionnelle indépendante de la police. Le PNFE, dans les années 80, sera à l'origine d'une campagne d'attentats et de violence qui va culminer avec un attentat à la bombe contre un foyer de travailleurs immigrés qui avait eu lieu en 1988 et qui fera un mort et 12 blessés. Ce terrorisme d'extrême droite avait frappé en France et avait recruté prioritairement dans la police. Les campagnes de recrutement de l'extrême droite à destination des forces de l'ordre ne sont pas nouvelles et continuaient comme avec l'œuvre française, qui aujourd'hui a été dissoute, qui elle privilégiait par exemple le recrutement de militaires. Ouais, on monte d'échelon là. Même le Front National s'est un temps doté de son relais policier officiel avec la création du syndicat Front National Police, le FNP, dont j'avais parlé là. Reconnu en 1995 par le ministère de l'Intérieur, premier syndicat mis en place par le Front National, il réalisera 7% des voix aux élections professionnelles de 1995. Le FNP siégera à l'instance paritaire de la police nationale. Et en 1998, le syndicat est invalidé par la Cour de cassation sur réquisition des autres syndicats policiers.
Le tribunal lui reproche son objectif de diffuser l'idéologie d'un parti politique et le fait que son président doit statutairement être informé de l'appartenance politique de ses adhérents. Bah, là, c'est un peu ironique, puisque quand le syndicat est invalidé, quand cette cour de cassation explique, du moins le tribunal surtout explique, du moins reproche à ce syndicat le fait qu'il diffuse une idéologie d'un parti politique, c'est une idéologie xénophobe, c'est ironique, puisque beaucoup de policiers en réalité partagent les mêmes convictions que ceux qui sont développés dans le Front National. Donc ce syndicat, s'il a réussi à intégrer la police, c'est que déjà avant, ces policiers partageaient déjà les mêmes convictions de ce parti d'extrême droite. Donc là c'est un peu ironique quand ce tribunal reproche ce genre de choses à un syndicat, alors que nous savons que beaucoup de ces policiers partagent les mêmes convictions raciales que celles qui sont développées par certains mouvements d'extrême droite. Bah, après la dissolution du FNP, de nombreux policiers ouvertement d'extrême droite se sont eux syndiqués auprès d'une grande centrale plutôt qu'un syndicat minoritaire d'extrême droite. Oui, bah là ils ont compris, mais de toute façon, dès l'instant où il a été dissolu, il fallait aller se syndiquer dans un autre syndicat. C'était pas la peine de continuer à perdre du temps avec un syndicat qui a été dissous. Bah, tout cela a concouru à faire basculer vers l'extrême droite la majorité des policiers aujourd'hui. Une radicalisation des forces de l'ordre qui se transforme en problème politique et qui accentue le danger physique pour les minorités ethniques du pays. Face à nous, nous n'avons plus sous l'uniforme seulement un gardien de l'ordre établi, mais aussi très souvent des acteurs politiques qui rêvent d'un autre monde, bien plus à droite. Et là, l'arrestation de cette cellule terroriste d'extrême droite n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Puisque, comme vous le savez, depuis des années, nos médias nous conditionnent en nous montrant certains reportages et en amplifiant surtout les attaques terroristes de Daesh pour nous induire dans l'esprit de l'opinion une peur qui poussera le gouvernement à légiférer sur des lois encore plus sécuritaires. Ce qui, bien entendu, renforcera la protection de l'oligarchie, puisqu'elle se protège, l'oligarchie. Elle sait que la situation sociale continuera de se dégrader, donc il faut se protéger. Et surtout, fabriquer un bouc émissaire vers lequel on orientera le mécontentement. Et là, ça marche, puisque vous voyez, j'allais dire, ce sont ces milices d'extrême droite issues des forces de l'ordre commencent à montrer leur vrai visage. Si demain vous avez des troubles sociaux qui se déclenchent, une mini-guérilla, tous ces groupuscules d'extrême droite qui sont affiliés à la police, à la gendarmerie, à l'armée, vont immédiatement se constituer en milices et qui s'en prendront immédiatement à tout ce qui leur paraît musulman. Déjà actuellement, nous ne sommes pas dans un monde, dans une phase de guerre civile. Mais vous remarquez que parmi les forces de l'ordre, par exemple, quand on parle des contrôles d'identité, nos chers policiers ont tendance à cibler tout ce qui est noir et arabe quand même. Donc, si demain une guerre devait se déclencher, donc eux, ils ont déjà leur cible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas être surpris quand on nous dit que beaucoup de ces policiers ont intégré des cellules des mouvements d'extrême droite et certains d'entre eux, les plus fanatiques, ont voulu passer à l'acte. Ce qui, comme vous le savez, va gêner d'autres policiers qui partagent les mêmes convictions raciales, qui, eux, essayent de s'imposer par la voie électorale. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces mouvements d'extrême droite commencent à douter du Front National. À une époque, ils espéraient que ce parti d'extrême droite allait monter avec la complaisance de nos médias, puisque les médias le font monter pour cacher, du moins pour occulter les vrais problèmes sociaux du pays. Donc ils ont tout intérêt à faire monter le parti d'extrême droite. Là. Ainsi, les gens, on les focalise sur des faux sujets qui sont liés à l'immigration. Pendant qu'on les endort avec ces sujets liés à l'immigration, on accélère la privatisation du pays, cette oligarchie continue de s'enrichir, donc voilà, le Front National en quelque sorte est instrumentalisé par notre oligarchie. La preuve, est-ce que vous avez remarqué, vous avez bien remarqué qu'aux élections, le Front National, bien qu'il remporte le premier tour,
le deuxième tour, en général, c'est toujours le candidat opposé qui gagne. Puisque, bon, après, les médias qui ont tout fait pour faire monter la sauce d'extrême droite, en deuxième partie, s'arrangent pour mettre le candidat opposé. En règle générale, le candidat opposé, c'est souvent une personne de droite qui a fait sa politique, du moins sa campagne électorale, sur les sujets qui sont liés à l'immigration, puisqu'ils reprennent les sujets du Front National, ce qui passionne le plus, hein. Ou voir un candidat de gauche qui a tendance à évoquer certains sujets liés à l'immigration. Oh, là, c'était Emmanuel Valls, hein, comme vous le savez. Ben voilà, là je vous ai présenté cette vidéo avec ce livre, hein, écrit par C.M. Swede, hein, qui s'intitule Omerta dans la police, hein. Elle explique les abus de pouvoir, hein, islamophobie, hein, elle parle du racisme, hein, de la xénophobie, de l'islamophobie qui existe au sein de la police, hein. Mais bon, personnellement, bon, c'est vrai que ceux qui écoutent mes vidéos, moi je le sais très bien ça. L'extrême droite qui est présente dans la police, la gendarmerie, l'armée, oui, c'est flagrant, hein. Ça reflète un peu, comment dire, c'est une expression du racisme étatique, hein, institutionnalisé, hein, comme le dit le titre. C'est comme nous avons des gouvernements qui ont déclenché une politique ultra sécuritaire, ben, les policiers, eux, je ne veux pas dire c'est une conséquence, non, les policiers en profitent parce que beaucoup d'entre eux partagent déjà les convictions de l'extrême droite. Donc le fait que leur gouvernement commence à développer des politiques ultra sécuritaires qui va stigmatiser encore plus les musulmans, bah, ça ne fait que les ravir, hein. Beaucoup de ces policiers sont tellement joyeux, surtout ils étaient tellement joyeux d'aller verbaliser certaines femmes voilées, hein. Parce que je vais être honnête, hein, vous avez certains policiers qui ont commencé à dire, attends, on commence à mettre des procès-verbaux à des femmes qui portent des voiles, demain ça va être quoi? Oui, parce que certains policiers se disent, là, si une révolution se déclenche, on va tout perdre, hein. Je parle des forces de sécurité, hein, et le gouvernement et l'oligarchie. Puisque si une révolution se déclenchait comme il y a 2 siècles, là, toute la bourgeoisie sauterait, hein, puisque ceux qui déclencheront cette révolution sont beaucoup plus intelligents que ceux qui existaient il y a 2 siècles. Puisqu'avec l'outil informatique et la transmission de nos informations par radio et télé, eh ben, on s'instruit beaucoup plus, hein, parce que bon, je sais, vous allez me dire que la jeunesse d'aujourd'hui ne s'instruit pas du tout, parce qu'on les abrutit complètement. En plus là, vous savez qu'il y a la Coupe du Monde de foot, hein, c'est qu'un exemple parmi d'autres, hein. Les émissions de divertissement, les vidéoclips stupides, même ces rappeurs, vous savez, ces rappeurs qui chantent contre la société. En réalité, ils vivent de la société, hein. Ils chantent contre la société, mais bon, ils gagnent de l'argent grâce à cette société. Donc, pourquoi on les laisse chanter, ces rappeurs? Bah, c'est une manière, on fait croire à l'opinion qu'on est en démocratie. Donc, on les laisse chanter, hein, tant que leurs chansons ne nuisent pas vraiment. Parce que en chantant, vous n'allez pas créer des troubles, hein. Les gens viennent écouter la chanson, ça leur fait plaisir, hein, parce que ça leur permet d'exprimer leur révolte à travers le chanteur. Et sinon, à part ça, ben, il se passera rien, hein. Voilà, le rappeur, c'est une manière d'endormir aussi les gens, puisque lorsque vous avez entendu votre chanson, c'est-à-dire votre dose d'adrénaline, vous êtes content. Ensuite, cette dose va s'estomper, puis vous allez penser à autre chose. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Maintenant, vous comprenez que nos forces de sécurité, hein, sont gangrénées par l'extrême droite, hein. Et puis je tiens à préciser que ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, puisque comme je l'ai parlé, hein, déjà dans les années 40, beaucoup de policiers étaient contents d'aller rafler les juifs, hein, parce qu'ils avaient déjà des préjugés raciaux. On ne peut pas dire qu'ils faisaient leur travail, hein. S'ils ne le faisaient pas, les nazis s'attaquaient à eux. Bien entendu, je précise que tous les policiers n'ont pas obéi à la lettre aux instructions, du moins aux ordres des nazis, hein. Certains policiers ont préféré cacher certains juifs, hein, pour ne pas devoir les ramener. Oui, il faut le préciser aussi, mais bon, parmi ces policiers, je vous dis qu'il y en avait certains qui, elles, étaient vraiment pro-nazis.
ce qui n'a pas vraiment changé aujourd'hui, parce que quand on voit l'attitude xénophobe de certains policiers, hein, quand vous les entendez parler, hein, c'est la supériorité de la race blanche. Hein. Tout ce qui est minoritaire, c'est la race inférieure. Bah, je ne sais pas ce qu'ils diront dans le futur lorsqu'ils vont voir apparaître ce mystérieux grand monarque. Hein. Et en plus, il doit se manifester en présence des visiteurs extraterrestres. Et je ne sais pas trop ce qu'ils vont penser. Hein. Surtout si, comme je ne cesse de le dire, ce grand monarque aura probablement une origine arabe. Là, je sais pas, ils vont peut-être tirer... parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront rien faire contre cette personne. Ils savent que cette personne, c'est un programme planétaire qui est ordonné par une puissance, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est que je pense qu'ils doivent savoir beaucoup de choses. Ils connaissent peut-être l'identité de cette personne, ils savent que elle n'intervient pas parce que c'est pas encore leur, mais ils savent que cette personne deviendra très puissante, hein, et qu'elle serait immunisée contre certaines attaques en réalité, puisqu'il sera doté d'un pouvoir qui se rapprochera de celui de Moïse, hein, et je pense qu'il aura une protection divine. Probablement que beaucoup de nos policiers le savent et ils attendent, hein, et ils s'inquiètent aussi, hein, puisque eux, peut-être qu'ils connaissent l'origine ethnique de cette personne. Mais comme je l'ai dit, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Hein. Ce grand monarque reviendra pour réformer le monde. Il ne va pas revenir avec des logiciels qui correspondent à celui de la naissance de l'islam ou de la naissance du christianisme. Le grand monarque, déjà le fait de savoir qu'il reviendra probablement avec nos visiteurs extraterrestres, prouve qu'il va nous apporter de nouvelles informations et de nouvelles connaissances, hein, sur les mondes extraterrestres déjà. Ce que les religions n'ont pas vraiment fait. Hein. Les religions, quand on vous parle des mondes invisibles, hein, on vous parle surtout des mondes invisibles, hein, comme le paradis et l'enfer. Ils ne parlent pas trop des mondes extraterrestres. Ça, c'est un fait à savoir. Et ce grand monarque, lui, il ne va pas islamiser l'Europe, il ne va pas christianiser le monde musulman. Hein. Il va seulement rétablir les vraies valeurs du christianisme qui avait existé, tout en apportant une certaine vision moderniste de la société. On peut moderniser une société tout en parlant du créateur, tout en respectant les valeurs morales d'une religion. Par contre, oui, du côté chrétien, il y a beaucoup de choses à modifier parce que, comme vous le savez, le christianisme qui s'est développé est la résultante de l'emprise romaine sur les religieux de l'époque. Hein. Donc, ils ont dû déformer beaucoup de choses. Hein. Ce qui ne correspond pas à la réalité. Le grand monarque, lui, va venir établir ce genre de choses. Quant au monde musulman, vous savez très bien ce qui se passe dans le monde musulman. Vous avez plusieurs courants théologiques. Hein. Vous avez des mouvements qui se sont lancés dans un djihadisme planétaire, hein, qui sont en train de discréditer complètement la religion. Hein. Mais bon, ça, je l'ai déjà dit, à travers ces mouvements djihadistes qui sont apparus en Afghanistan, en Irak et en Syrie, hein, surtout ces bannières noires, c'était plus ou moins écrit, hein, il y a 14 siècles, et puis l'arrivée des bannières noires nous annoncerait l'imminence de l'arrivée de ce Mahdi, de ce grand monarque que les musulmans attendent. Sauf que les musulmans n'ont pas encore compris que ce grand monarque est aussi attendu par les chrétiens. Donc ça ne sert à rien de voir à travers ce monarque vos intérêts nationalistes respectifs. Que ce soit du côté chrétien, parce que les chrétiens, eux, attendent un roi bien chrétien. Du côté musulman, ils attendent un Mahdi musulman qui va islamiser toute la planète. Je dirais aux uns et aux autres, arrêtez de rêver. Hein. On vous a dit que le grand monarque viendra réformer le monde. Il ne va pas revenir pour islamiser ou christianiser la planète. Oui. D'ailleurs, concernant le christianisme, vous savez, hein, il suffit juste de revenir aux sources du christianisme, hein, comme par exemple Jésus-Christ qui était un juif, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Jésus-Christ était circoncis, ne mangeait pas de porc. Déjà, juste le fait de circoncire son enfant et de ne pas manger du porc, hein, vous prédispose à être chrétien en réalité.
ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi les chrétiens mangent du porc et ne sont pas circoncis, bah, c'est parce que le christianisme est né avec le concile de Nicée. Hein. On ne voulait pas chagriner les empereurs romains, donc on n'a pas osé parler de cette circoncision. Et il suffit d'enlever la croix qui est pour beaucoup de monde un culte idolâtre, hein, parce que lorsque vous vous prosternez devant une croix, certes certains vont dire oui on se prosterne devant Jésus-Christ et donc Dieu, non, non, non. Vous vous prosternez devant une croix, c'est un culte idolâtre. Hein. Le Christ lorsqu'il est venu sur terre, il ne vous a jamais dit de vous prosterner devant lui. Il vous a dit de vous prosterner devant le Créateur des mondes, qui est Dieu. Et vous, vous en avez fait quoi? Bah, vous en avez fait un symbolisme, hein, la croix et le Christ dessus, qui l'a choisi. Le Christ ne vous a jamais demandé de faire une effigie de lui-même et de vous prosterner devant. Hein. Du côté musulman, c'est beaucoup plus respectable parce que eux, au moins, ils se prosternent devant le Créateur des mondes, hein, devant l'invisible. Du côté chrétien, on se prosterne devant une croix. Quelle est la différence entre une croix et les cultes idolâtres de Baal et de Moloch dans le temps? Rien, vous vous prosternez devant des statues. Et je ne vous parle pas des statues que vous retrouvez dans toutes ces églises, hein. C'est vraiment... pourtant c'est écrit dans la Bible, hein. Tu ne feras point... tu ne te prosterneras pas devant des cultes idolâtres, devant des statues. Hein. Bon, là j'en ai fini parce que je m'écarte un peu du sujet. Hein. La thématique du sujet, c'était le racisme dans la police. Hein. J'espère qu'après avoir écouté cette vidéo, vous comprendrez que les policiers, bien qu'ils fassent leur travail, hein, puisque lorsqu'on commence à dénoncer le racisme dans la police, hein, certains viennent nous dire oui, bah, ils font leur travail. Non, ils ne font pas leur travail, ils font surtout du zèle contre certaines minorités. Vous savez, quand vous venez contrôler certaines personnes 10 fois dans la journée dans une cité, en plus vous connaissez les gens que vous contrôlez, ça devient carrément de la provocation, c'est le but recherché. On essaye de provoquer pour pousser les jeunes à commettre à se fâcher et commettre des délits. Et ainsi, vous avez l'engrenage de la violence et puis les médias vont s'empresser de médiatiser. Et ensuite, on va focaliser l'actualité sur ces sujets. Hein. Et pendant ce temps, bah, l'oligarchie, elle, continue de profiter du système économique pour s'enrichir, hein, au détriment des peuples qui, eux, s'appauvrissent et perdent leur pouvoir d'achat. C'est simple, hein, c'est de la logique, hein, mais bon. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein.